thème et d'un engagement qui ont été semblables, la question du scénario, de la scène, des places qu'on peut y occuper. Et même si il me semble que justement chacune des deux façons de construire la question, disons, un intérêt premier pour la désidentification et la mobilité des places occupables dans un scénario désirant ou dans un dispositif formel ou syntaxique. Je pensais en t'écoutant à ce que Barthes dit de la phrase sadienne, qui pour lui le sujet est posé comme ça, comme celui qui peut occuper telle ou telle place dans la phrase qui est la configuration du fantasme. Donc il me semble que Dominique a construit la question d'identification à partir de la désidentification et au fond de la chance de pouvoir occuper plusieurs places et de ne pas être assigné à l'une d'entre elles. Alors que Bernard a construit la question dans cette duplicité de l'identification subjective et de l'identification objective, autour, au fond, de la notion de reconnaissance, qui fait qu'on aboutit à deux questionnements moraux différents, peut-être. Je dis les choses de façon un peu embrouillée, mais en tentant de réagir un peu à chaud. Une réflexion sur la prison de l'identité, les chances d'y échapper et les risques courus dans cette chance d'y échapper, du côté de ce que nous a exposé Dominique. Et une interrogation sur un autre sujet que moi, au fond, dans l'exposé de Bernard Vouilloux, où c'était plutôt, in fine, l'opacité de la victime qui est le point d'intérêt, qui est l'horizon de l'intérêt et l'horizon de la reconnaissance. Alors est-ce que vous vous reconnaissez dans ces deux résumés, disons dans ces deux directions morales peut-être, qui n'ont rien d'incompatible, mais qui dirigent peut-être un peu différemment l'expérience esthétique et la question de l'identification à partir d'un côté d'une culture psychanalytique et de l'autre d'une culture analytique, goodmanienne un petit peu. Voilà. Il me semble qu'on débouche sur des questionnements moraux très différents. La chance de la désidentification et le devoir de la reconnaissance d'un autre sujet que moi. Non. Voilà, c'est ce qui m'est apparu à vous écouter. Je dis les choses de façon peut-être un peu compliquée, non ? Merci de la tentative de synthèse, effectivement, à la fois compliquée. Moi, je ne sais pas si... oui et pas tout à fait oui pour dire la chance de la désidentification. Dans la mesure... il me semble que une des questions qu'on peut se poser quand on est professeur de... On dit professeur de français au lycée, puis après, à l'université, on dit professeur de littérature. Bon, il y a eu des querelles terribles, Bernard se souvient, sur ces appellations. Donc c'est quand même effectivement ce que l'on peut imaginer qu'on apprend ou qu'on fait passer, effectivement. Alors, je sais, chance de la désidentification, c'est plutôt reconnaissance qu'est à l'œuvre un processus. Voilà. Moi, ce que je venais de dire, c'est sans doute une manière de dire un peu autrement quelque chose que dit la psychanalyse. Le sujet n'est pas tout. Et sans doute que ça peut rejoindre ce que dit Bernard, c'est-à-dire que l'identification sur laquelle il faut faire jouer quelque chose de critique, et sans doute ces moments où elle devient tout. Et où il y a cette espèce de, citer Barthes, d'adhérence, voilà, de quelque chose qui... mais je ne sais pas si c'est une chance, je ne sais pas, c'est-à-dire c'est plutôt la reconnaissance que la subjectivation nécessaire, mais dès lors que je parle, c'est très lacanien peut-être mon truc, le par-l'être, mais dès lors que je parle, je suis assujetti à des effets
dénonciations subjectives que je dois pourtant reconnaître comme touchant à des choses qui font que le sujet n'est pas tout. Voilà. Alors moi, j'ai eu toute une série de discussions assez compliquées que je veux bien relancer avec des psychanalystes, notamment sur quelle est la finalité d'une cure. Parce que pour certains analystes d'obédience plus ou moins lacanienne, orthodoxe ou hétérodoxe, certains peuvent dire la cure vise à quelque chose qui est une désidentification. Il s'agit de se déprendre de l'identification mortifère, etc. Enfin bon, voilà. Donc il faut identifier l'identification, bon. Mais discussion sur voilà, est-ce qu'il peut y avoir un stade où on serait désidentifié? Et je ne crois pas à ça. C'est pour ça que moi je propose plutôt partage du personnel et de l'impersonnel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de moment. Alors il y a des évidemment qu'il faut des segments d'identité ou de reconnaissance. Enfin voilà, c'est pas juste une sorte de faute. Mais enfin tu vois, il n'y a pas une sorte d'état qui serait un état valorisé ou désidentifié. On serait mieux que puisque ce que je disais, c'est que justement, il me semble que trop souvent on a une vue trop unaire d'une certaine manière des mécanismes d'identification. Ce qu'on entend sur la télé, voilà, les jeunes voient de la violence à la télé, ils sont violents. Il semble que quand même, ça passe par autre chose, quoi. Enfin, ça peut pas être aussi. Hein, donc voilà, c'est plutôt que quelque chose, mais qui rejoint des propos éthiques, effectivement. Voilà, qu'il faut reconnaître le mécanisme même d'identification en tant qu'il ne doit pas mobiliser le sujet confondu avec un tout. C'est plutôt comme ça que je dirais, ce qui n'est pas tout à fait la chance d'une désidentification. Alors, ça postule un peu dans le même esprit que toi, je pense, qu'il y a une sorte de vertu de la lecture littéraire qui est... Ouais. J'ai dit ça, ok, mais j'avais oublié. Mais voilà, qu'il y a une vertu de l'ordre de quelque chose comme une plasticité dans la possibilité aussi de faire des expériences de type empathique, c'est-à-dire se mettre à la place d'eux, donc sortir de sa propre... prendre l'habitude de pouvoir juger d'une situation depuis le point de vue de quelqu'un d'autre. Enfin bon, tout ça... favorise la vie sociale, à mon sens. Voilà, donc je dirais comme ça. J'ai peut-être quelques remarques sur ce qu'a dit Bernard, mais je veux le laisser répondre à ton intervention, à tes remarques. Oui, je vais peut-être faire comme Dominique tout à l'heure, c'est-à-dire replacer la réflexion là, dont j'ai livré quelques éléments dans un parcours. Dominique vous a dit comment l'identification avait travaillé dans sa réflexion depuis ses premiers travaux sur la voie narrative. Je dirais que l'intérêt que je porte à cette question est la résultante de plusieurs pistes de recherche, est au croisement de plusieurs pistes de recherche. L'une qui porte sur la recognition, effectivement. Qu'est-ce que c'est que reconnaître une personne, reconnaître un thème, un motif, etc. Deuxième piste, c'est celle des rapports entre cognition et émotion. En quoi notamment il peut y avoir interaction entre les deux, autrement dit, en quoi il peut y avoir une efficace cognitive des émotions. Ça, j'y crois vraiment très très fort. Et puis, troisième piste de recherche, eh bien, c'est celle qui nous a conduit, Alexandre Geffen et moi, à organiser ce colloque il y a 3 ans à Bordeaux, et dont les actes vont paraître dans 1 mois ou 2 aux éditions Hermann, Empathie et esthétique. Donc un gros volume qui reprend d'ailleurs plus que les textes du colloque, qui reprend des textes qui ont été commandés. Et
ce qui est très instructif à la lecture de ce volume, c'est que l'on voit bien que les deux théories, l'ancienne et la nouvelle, les deux théories de l'empathie, ils sont conjugués. Hein. L'empathie, donc, telle qu'elle se définit dans le champ théorique allemand, c'est l'Einfühlung, comme rapport aux formes objectales, naturelles ou représentées, et l'empathie dans le rapport à autrui, qui est la théorie dominante de l'empathie aujourd'hui. Je dois dire que j'aurais tendance, pour toutes sortes de raisons, à m'intéresser davantage au rapport que l'on peut avoir avec un arbre. Vous voyez, qu'avec... oui. Qu'avec... Ce n'est pas pour rien que vous avez écrit sur Ponge. Oui, par exemple. Hein. Non, mais c'est pas rien cette question-là, de la manière dont on introjette l'arbre, dont on se fait arbre, dont on se pense et vit comme un arbre, en se dépliant, par exemple, comme en ce moment, avec les premières lueurs du printemps. Ça dépend. Bon, mais ça nous mène aussi à la question de savoir comment nous réagissons à une forme plastique, à une couleur. Bon. Donc je pense que là, c'est tout naturellement la pente suivie par mes travaux antérieurement qui m'a conduit à m'intéresser davantage à l'Einfühlung qu'à l'empathie, hein, si on fait passer la distinction entre les deux par les langues. Je n'ai pas le sentiment qu'il y ait, en dépit de la différence des horizons dans lesquels se situent nos approches, celle de Dominique, à partir de la psychanalyse, la mienne, pas tellement à partir de Goodman, me semble-t-il, qu'à partir d'une réflexion assez éclectique, hein, qui emprunte aussi bien à la théorie continentale, en l'occurrence, hein, rien de plus continental quand même que la théorie de l'Einfühlung et Benjamin, et aussi qui va chercher des instruments du côté de la philosophie de l'esprit. Hein. Mais au fond, il me semble que ce qui nous a requis tous les deux, c'était la dimension dialectique du processus d'identification. Alors cela joue de manière un peu différente chez Dominique, dans la mesure où ça le conduit à interroger la position du sujet. Hein, qu'en est-il de la subjectivation quand il y a un travail de désubjectivation en sous-main, en quelque sorte. Qu'en est-il du sujet dans la désubjectivation, hein, c'est ça qui est très, très intéressant. Tandis que de mon côté, c'est plutôt... alors, disons, oui... dans les possibles cas de conflit entre jugement éthique et jugement esthétique, hein, que se situe la problématique. Voilà. Mais dans les deux cas, hein, un mouvement de dialectisation. C'est vrai. Merci. Je voulais vous remercier tous les deux pour ces deux exposés qui m'ont paru fascinants et effectivement complémentaires à bien d'égards. Alors, je ne sais pas, moi j'ai l'impression de m'identifier plutôt à un éléphant avec ce que je vais dire, mais j'y vais quand même. C'est que je prends un peu le point de départ de la nausée de l'identité dont Dominique a parlé au début, que nous partageons tous ou presque, enfin cette saturation de l'espace public sur ces problématiques d'identité, qui n'est pas seulement la saturation de l'espace public, mais aussi la saturation de l'espace de la recherche. Hein. Combien de thèses, construction d'identité, j'en sais quelque chose, parce que la mienne, il y a quelques années, avait ça aussi. Donc, voilà, c'était avant, on en est tous un peu saturés. Et je me demande jusqu'où le fait de passer de l'identité à l'identification nous soigne de ça vraiment.
Parce que justement, l'idée de travailler en termes d'identification plutôt qu'en termes d'identité, pour insister sur la dimension dynamique, sur le fait que justement, là où on croit qu'il y a du stable, du essentiel, etc., il n'y a jamais que des assignations, des processus, etc. Comme premier geste, ça nous a libéré beaucoup, effectivement, et c'est bien pour ça qu'il y a eu tant de travaux sur construction 2, etc. À l'arrivée, et là, je pense à quelque chose qui est peut-être pas formulé en termes d'identité, mais qui quand même résonne pour moi beaucoup dans cette discussion, ce qu'a pu dire Pierre Nora sur les lieux de mémoire, là où il croyait contribuer à une sorte de processus critique pour justement désassigner ce qui apparaissait, etc. Il s'est retrouvé pris au piège d'être le grand maître justement des identités égales, rebaptisées lieux de mémoire. Donc en fait, pour revenir à la question de la nausée, je ne suis pas sûr, Dominique, qu'en plongeant dans la désidentification versus identification, il y ait une garantie de sortir de cette nausée. Je me demande si ce n'est pas, disons, dans la meilleure situation possible, une manière de réfléchir sur la nausée plutôt que de faire autre chose. Et donc ça, c'est une première remarque. Et la deuxième remarque qui est liée avec ça, c'est qu'au fond, je ne sais pas, et là c'est mon côté éléphant justement, je me demande qu'est-ce qu'on appelle vraiment une expérience d'identification dans la situation typique de je vais au cinéma et je ressens quelque chose quand le héros fait quelque chose, est en danger et puis surmonte la difficulté, etc. On a l'habitude tous de dire « Ah, je me suis tellement identifié, etc. » Et on a l'habitude de dire que le problème posé par les bienveillantes ou des textes comme ça, c'est comme s'il y avait une dimension immorale dans le fait de ressentir exactement ça, alors que quand c'est un héros positif, on n'a pas cette difficulté et tout va bien. La question d'éléphant, c'est est-ce que c'est une description vraiment pertinente de ce qui se passe effectivement quand on est en situation de lecture, quand on est face à un écran, quand on est à ça. Je veux dire, il y a pas mal d'indices pour penser que c'est pas terrible finalement comme description phénoménologique de ce qu'est l'expérience d'un lecteur ou d'un spectateur, etc. Dans la mesure où, par exemple, sauf situation de psychose ou ce genre de choses, il n'y a pas d'abolition de la perception que j'ai de ne pas être ce fameux bonhomme qui est à l'écran déjà. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et même du fait que ma position est définie par la conscience que j'ai permanente de ne pas être celui-là, précisément, parce que moi, je suis là, tranquille, dans ma salle de cinéma ou avec mon livre, etc. Et ainsi de suite. Et donc, il me semble qu'on peut décliner la question de l'identification de l'autre côté, quelque part, pour aller dans le sens un peu derridien qui était suggéré, mais pour dire qu'il n'y a pas d'identification. Parce que cette situation-là, je ne suis pas sûr qu'on l'ait rencontrée, finalement, ou qu'on la rencontre, ou qu'elle soit si fondante que ça, ou qu'elle soit... et là, il y a un nom que je m'attendais à entendre et qui viendra, bon, je le lance en premier, je vous m'en dirai ce que vous en pensez, c'est celui de Brecht et toute la théorie de la désidentification, comme si ça garantissait quelque chose par rapport à ça, alors qu'on peut toujours se dire que là, il a renversé les choses, il a créé une nouvelle dramaturgie à partir de là, mais il n'a pas fait bouger le fait que ça se posait précisément en termes d'identité, d'identification, de désidentification, de je ne suis pas dans cette position où je devrais être, et c'est ça qui garantit la distance critique. Est-ce qu'on ne peut pas reprendre ce mouvement et dire que la position critique dont il était question à la fin ne consiste pas aussi, ou entre autres, à simplement sortir du vocabulaire de l'identité et donc de l'identification, désidentification qui finalement circule dans le même champ sémantique. Tu prends j'interviendrai après. Oui, non, merci beaucoup. Effectivement, je ne sais pas, enfin, il faut se méfier des éléphants, donc j'entends très bien tout ce que tu dis. Effectivement, peut-être que c'est un faux remède, et que, sinon que je dirais qu'effectivement, faux remède, mais ces débats sur l'identité, quand bien même on leur fait faire le petit détour par l'identification, leur succès, leur fortune, c'est aussi que d'une certaine manière, on ne peut pas y échapper. Enfin, je veux dire que c'est quand même de l'ordre des questions qui se posent un peu brutalement. Il me semble quand même que, enfin, ce que tu disais dans la deuxième partie, c'est que d'une certaine façon, et c'est un peu le projet qui est difficile, c'est qu'il me semble qu'il faut décrire de manière plus fine l'identification. Et je rappelais le livre de Schaeffer parce qu'il me semble qu'il
il met très bien l'accent sur la différence entre un processus, l'immersion fictionnelle, qui effectivement ne passe pas nécessairement par ces identifications. Moi, une des raisons de ce travail, c'est aussi de décrire autrement ce que je trouve très mal formulé souvent. Et je trouve dans tous les textes un peu moralistes, toutes les condamnations de la fiction, voilà, on a quand même un processus, je trouve, extrêmement à la fois simple et faux de ce qui se passe. Alors, est-ce qu'il faut revenir à d'autres termes, empathie, etc. Dans cette discussion, ce qu'a apporté Bernard, je trouve, était intéressant, parce que moi, il me semble que ce qui choque Primo Levi, c'est plutôt le fait de vouloir comprendre. Je utilisais quand même une phrase assez curieuse de Primo Levi quand il dit « on ne peut pas s'identifier à Hitler ». Le texte de Freud est très clairement écrit dans le grand moment où, en Europe, on a quand même essayé de réfléchir au phénomène d'hystérie de masse et de propagande collective, donc au phénomène quand même des foules et d'identification au chef, que ce soit en Allemagne ou... Donc c'est pas identifié au même sens. Moi je trouve que le problème du livre de Little, c'est effectivement cette espèce de gêne qui vient de ce qu'on veut nous mettre dans la position d'une compréhension, alors que l'identification qui s'est opérée massivement par, c'est bien décrit, à certains traits, au chef, etc., elle joue sans compréhension. Enfin, je veux dire, elle passe pas par... On ne demande pas d'être à la place d'Hitler. C'est pas ça qu'un chef produit sur la foule. C'est pas de l'ordre de l'identification en ce sens-là. On s'identifie pas au chef, on s'identifie à la foule qui obéit au chef, ce qui n'est pas pareil. Enfin, donc c'est pas le même phénomène. Donc je ne sais pas si ça répond à ça, mais il me semble effectivement que qu'on l'appelle encore identification ou pas, c'est un travail qui porte sur une description peut-être plus fine des effets plastiques qui ne sont pas... Enfin voilà, moi j'ai toujours été très étonné qu'on ait ce discours, voilà, comme si on lit Madame Bovary, on s'identifie à Madame Bovary, tout le texte est fait pour qu'on s'identifie et qu'on ne s'identifie pas. Donc enfin, je veux dire, toute la posture d'immersion est absolument... les deux mouvements conjoints et les deux fautes de lecture sont symétriques. Les élèves qu'on a qui se croient plus malins et ironiques sur Emma Bovary ont tout aussi tort que ceux qui pleureraient à chaudes larmes sur les malheurs de la pauvre Emma. Enfin voilà, donc ces processus de tension, moi c'était ça que je voulais mettre en avant. Mais je vais laisser Bernard. Alors, j'enchaîne pour ce qui concerne Lévy, le contexte dans lequel il parle de l'identification à Hitler, à Himmler, à Goebbels, etc., est extrêmement clair. Hein, c'est pour justement essayer de cerner la notion de comprendre. Est-ce que l'on peut comprendre quelque chose à ce qui s'est passé ? Et c'est en ce sens-là qu'il dit que pour comprendre, il faut prendre en soi et donc se mettre à la place d'eux. Hein. Il ne s'agit absolument pas du rapport tel que Freud pouvait l'analyser au début des années 30, qu'une foule hystérisée peut entretenir avec un dictateur. Hein. Il est bien évident que ça ne marche pas comme ça. Alors, l'identification, maintenant... Je dirais qu'en elle-même, elle ne m'intéresse pas tellement. Elle m'intéresse si elle nous permet déjà de comprendre la manière dont un sujet se co-construit, en quelque sorte, à partir de situations fictionnelles. Il y a eu un certain nombre d'essais, je pense à ceux de Martha Nussbaum, surtout de Bouvresse, hein, sur... justement, on ne dira pas l'utilité des fictions, mais sur la manière dont un sujet peut se construire à partir de lecture de fiction et à partir de situations fictives. Ça, c'est un aspect de la question que je trouve intéressante pour, disons, ce qui serait une éthique de la lecture, mais alors au sens grec du terme. Hein, la manière dont un sujet vient
habiter un texte et se faire habiter par un texte. L'éthique au sens de science de l'éthos, c'est-à-dire finalement de l'environnement, du rapport d'un sujet à un milieu. Hein. Donc peut-être même, plutôt que d'éthique, je voudrais parler d'une éthologie. Voilà. C'est une éthologie de la lecture moi, qui me solliciterait plutôt. Ça, c'est une première perspective. Et puis, alors, il y a une deuxième perspective, et là, on revient un peu à l'Einfühlung, c'est qu'en est-il alors du rapport aux formes? Parce que peut-être beaucoup plus importante que finalement l'identification à Fabrice Del Dongo, j'allais dire Del Dongo, c'est la manière dont je vais prendre en moi un phrasé. La couleur d'une phrase, une image, enfin tout le sensible de la prose ou du vers, pour n'en rester qu'à des exemples littéraires.